Accès aux droits et aux services des publics vulnérabilisés, un webinaire organisé le jeudi 10 avril 2025 par Vision Participative. Vision Participative est financée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, dans le cadre du programme de soutien à la recherche, autonomie, personnes âgées, personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie, proches et professionnels, conduit par l'Institut pour la recherche en santé publique, IRESP. Ce projet est piloté par le laboratoire LESCO de l'Université Gustave Eiffel, en collaboration avec les laboratoires DIF de l'Université Lyon 2, Cherchons Pourvoir du CNRS, Charte Team de l'Université Paris 8, GRAP de l'INSEI, la Fédération des aveugles et amblyopes de France et l'Institut national des jeunes aveugles. Allez, les 17, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir présent à ce premier webinaire de vision participative, dont je suis la coordinatrice scientifique et à propos de quoi je vous dirai quelques mots dans quelques instants. Donc, je suis aussi chercheuse au laboratoire ergonomie et sciences cognitives pour les transports de l'Université Gustave Eiffel et mon équipe est placée sur le campus de Bron, donc tout proche de Lyon. Alors pour rappel, cette réunion est enregistrée, vous avez dû avoir l'information et puis il y a également une transcription sur le Zoom, ce qui nous permettra de récupérer le fichier texte de ce qui se dit ce matin. En termes d'accessibilité, je voulais vous rappeler les raccourcis clavier principaux, notamment Alt A, donc le raccourci pour activer, désactiver le micro, Alt V pour activer, désactiver la caméra, Alt H pour accéder au chat. On vous les copiera tous, celle-ci ainsi que certaines autres dans le chat pour que vous puissiez y accéder à tout moment. Donc tout au long des présentations et des discussions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Et nous aurons un temps de questions-réponses en fin de webinaire, donc on pourra les rappeler aux intervenants. Donc je vais passer le micro à Nicolas Baltenay, qui est maître de conférence au laboratoire DIF, donc à l'Université Lyon 2. DIF pour développement, individu, processus, handicap, éducation. Il est aussi président de la FIDEV, donc formation, insertion, réadaptation pour déficients visuels. Et donc c'est Nicolas qui va animer ce webinaire. Nicolas, je t'en remercie. J'en profite aussi pour remercier tous les intervenants ainsi que les personnes qui ont travaillé dans l'ombre à la préparation de ce moment, en particulier Anaïs et Marion. Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'idée, la genèse de ce webinaire? Oui, tout à fait. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, en tout cas, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Puis merci aussi à Caroline et à toute l'équipe opérationnelle et pas opérationnelle de Vision Participative hein, de m'avoir fait confiance pour l'animation de ce webinaire. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez convenablement bien? Le son va bien? C'est parfait. Alors, merci Caroline. Alors, donc, cette thématique, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la communauté mixte de recherche qu'on appelle la CMR, qui a été joliment nommée Vision participative. Donc, Caroline vous en dira quelques mots dans un instant, mais en tout cas, c'est ça aujourd'hui qui nous réunit avec l'objectif d'échanger autour de la problématique de l'accès aux droits, de l'accès aux services des personnes déficientes visuelles. Alors, c'est une thématique, à titre personnel, je l'ai rencontrée, et je ne sais pas si c'est la genèse, mais en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir rencontrée la première fois dans le cadre du projet Homer, que nous avons réalisé il y a maintenant quelques années, où cette question est apparue, ressortie de certaines de nos données. Mais en réalité, en y réfléchissant un peu, c'est une thématique que j'avais déjà rencontrée avant, et pour ma part, je la rattache à un moment en 2007 à la création de l'association Point de vue sur la ville, d'ailleurs, dont je crois avoir vu un ou deux représentants dans les personnes connectées, une association militante pour l'accessibilité en faveur des personnes malorientées et aveugles. Et en participant à cette création, je percevais un certain nombre de problèmes déjà, et dans les échanges qui animaient notamment le conseil d'administration ou les adhérents, sur l'accès aux services publics, sur l'accès à la voirie, sur certaines formes de discrimination. Et puis aussi avec un sujet qu'on discutera peut-être avec la création de campagnes de sensibilisation, dont une en particulier qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait la campagne AI, à l'action AI, et dont l'objectif était de coller des petits autocollants rouges avec marqué AI dessus, sur tous les objets qui entravaient la circulation en ville, les potelets, poubelles mal placées, les voitures stationnées sur le trottoir et j'en passe.
Et à l'époque, il y avait un petit QR code sur cet autocollant. C'était moderne à l'époque, aujourd'hui c'est très commun, mais à l'époque c'était moderne. Et ce QR code amenait vers une page de sensibilisation pour les personnes qui voyaient cet autocollant être posé sur leur vélo, leur voiture ou leur poubelle. Voilà. Et plus récemment, en 2022, il y a l'étude de l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, qui nous révèle qu'en France, il y a entre 5 et 16 millions de personnes de plus de 15 ans qui sont en situation de handicap et que ben, pour toutes ces personnes, il existe des barrières persistantes dans l'accès aux droits, des obstacles physiques, des démarches complexes, un manque de sensibilisation des professionnels notamment. Et face à ces défis, ben, il semble essentiel de développer des solutions qui soient adaptées et qui soient des solutions qui soient pensées en concertation avec les personnes concernées, évidemment. Voilà, donc ce travail avec les personnes concernées, avec les acteurs de terrain aussi qui les accompagnent, pourrait se faire, par exemple, à travers la mise en place de recherches participatives. En tout cas, c'est la question qu'on pourrait se poser ce matin. Et donc, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est de partir d'un exemple d'un dispositif participatif que Benoît va nous présenter dans quelques instants. Et à partir de cette présentation de ce dispositif, on souhaite pouvoir ouvrir une discussion sur les leviers qui permettent d'améliorer l'accès aux droits avec un focus particulier sur les déficiences visuelles. Voilà, Caroline, est-ce que je continue et est-ce que je présente nos intervenants tout de suite, comme ça ce sera fait? Vas-y. Donc, merci. Eh ben alors, donc, nous avons donc aujourd'hui trois intervenants. Alors, je vais les présenter un peu dans l'ordre d'apparition et de parole. Je vais quand même commencer par Benoît. Je ne sais pas s'il nous a rejoint encore, Benoît. Parce que je l'ai eu au téléphone, à vrai dire, juste avant. Il avait un petit souci de connexion et d'Internet, donc je ne sais pas s'il nous a rejoint. Mais en tout cas, je vais commencer par présenter Benoît. Donc, Benoît Hérault est maître de conférence en sociologie à l'Université Lyon 2. Et donc, le rapport qu'il entretient avec notre sujet du jour, c'est que, ben, Benoît, tu es le responsable d'un programme de structuration de la communauté mixte de recherche sur l'exercice des droits humains des personnes vulnérables touchées tant par la vieillesse, maladie ou handicap. Et donc, nous partageons cet intérêt pour la démarche participative dont tu vas nous dire quelques mots. Ensuite, sur mon écran, j'ai Bruno Gendron. Alors, Bruno, tu es maître de conférence émérite, si je puis dire, ou voilà, pour ne pas dire à la retraite, en économie, toi. Et toi, tu as travaillé à l'Université d'Orléans. Et puis, tu es également président de la FAF, la Fédération des aveugles et amblyopes de France, depuis bientôt 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et tu as été aussi un contributeur à l'enquête Homer. Je crois que c'est d'ailleurs là que nous nous sommes connus les premiers temps, en tout cas, on a le plus commencé à échanger. Ensuite, je vois Béatrice Lebail, donc tu es ophtalmologiste, présidente de l'ARIBA, la Société francophone de basse vision, qui a pour but de regrouper les professionnels impliqués dans la rééducation et dans la réadaptation des patients malvoyants. Et puis, je sais qu'également, par le passé, vous étiez médecin militaire au service de santé des armées. Je tenais simplement à le souligner parce que bah, je suis moi-même réserviste depuis une vingtaine d'années dans le service de santé des armées. Voilà. Caroline, avant de laisser la parole à Benoît, peut-être que tu vas nous dire, toi, quelques mots de vision participative. Oui, tout à fait. Merci. Vision participative, donc c'est une communauté mixte de recherche sur les déficiences visuelles qu'on définit comme un espace d'échange, d'action et de ressources visant à promouvoir la recherche participative sur les déficiences visuelles. En fait, l'objectif, c'est de mettre en lien des chercheurs, chercheuses qui travaillent sur les déficiences visuelles, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur sujet d'étude, donc accès au droit, pourquoi pas, mobilité, accès aux loisirs, etc. Et les personnes concernées et les acteurs de terrain, les acteurs de terrain qui peuvent être des professionnels, des associations, des établissements de réadaptation, des entreprises, etc. L'idée, c'est de permettre que tout ce monde-là puisse avoir une connaissance mutuelle de chacun, des besoins de chacun aussi, et de proposer des espaces de réflexion et de partage d'outils pour favoriser une recherche qui soit participative, axée sur les besoins des personnes concernées et des personnes de terrain, et ayant le plus d'impact possible dans la vie quotidienne des personnes concernées.
Donc on peut faire tout cela grâce à un financement obtenu auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, donc la CNSA, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Soutien aux communautés mixtes de recherche et qui est conduit par l'Institut pour la recherche en santé publique. Donc on a commencé notre financement l'été dernier et donc on a un financement de 4 ans. Donc 4 ans pour pouvoir construire ce réseau et l'animer. Donc, Vision participative est pilotée par moi-même et mon laboratoire, donc le laboratoire LESCO de l'Université Gustave Eiffel. Et nous avons dans notre comité de pilotage le laboratoire DIF, donc avec Nicolas, l'équipe Cherchons Pourvoir du CNRS à Toulouse, le laboratoire CharTeam de l'Université Paris 8, le laboratoire GRAP de l'INSEI. Et puis, en acteur dit de terrain, la Fédération des aveugles et amblyopes de France et l'Institut national des jeunes aveugles. Donc je vois que Nicolas a l'air d'être au téléphone avec Benoît, donc j'espère qu'on va réussir à avoir notre premier intervenant. Il me fait un petit signe OK de. Donc je crois que c'est bien engagé. Les, les risques du direct. Hop. Oui, Caroline, Benoît Oui, est en train de se connecter juste dans une seconde. Si jamais il y a un problème plan B, il passera sur mon téléphone sur haut-parleur et on l'entendra, je pense, très suffisamment bien. bien. On Voilà, c'est juste s'adapte. en train de se régler, un petit problème technique de dernière minute, mais c'est réglé quasiment. En attendant, je peux peut-être du coup vous inviter à suivre la page LinkedIn de Vision Participative. Donc mes collègues vont mettre les liens dans le chat. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire au suivi des actualités de Vision Participative pour être au courant des prochains webinaires, journées scientifiques, etc. Vous pouvez tout le long du webinaire poser vos questions via le chat et ces questions seront posées un peu plus tard au cours de notre webinaire. Je vois. Voilà, Caroline, Vas-y, je Benoît coupe le vient de nous téléphone. rejoindre. Il est Parfait dans un endroit où la timing. connexion est un peu faible. Donc, si jamais il y a un souci de connexion, on fera un petit passage en direct par le téléphone qui passe peut-être mieux. Mais est-ce que tu nous entends à peu près bien, Benoît? Est-ce que ta connexion tient le coup là où tu te trouves? Oui, oui, ça y est, je prie vraiment de m'excuser. Je prie vraiment de m'excuser. J'ai dû changer de salle là, au CNAM. Et voilà, c'est pas très confortable pour vous. Et j'en suis bien désolé. Écoute, on t'entend. On voit que les petites barres de connexion sont rouges, mais on t'entend. Je me suis permis de te présenter il y a quelques instants rapidement. Et voilà, j'ai parlé de ton activité autour de la communauté mixte de recherche sur les droits humains des personnes vulnérables, autour donc de la vieillesse, maladie, handicap. Et voilà, je disais qu'on partageait cet intérêt pour la démarche participative avec toi et que tu allais peut-être nous dire un peu quelques mots de ce projet que tu as animé pendant 4 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Et peut-être plus même d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, en format communauté mixte de recherche, c'est depuis 4 ans. Mais c'est vrai que la démarche, elle a commencé en 2015, donc ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'il y a une certaine continuité participative autour d'un même noyau, d'un même collectif, disons, avec évidemment des allées et venues justement dans la dimension participative, hein. Mais il y a cette continuité institutionnelle qu'on essaye de faire vivre au-delà des financements, au-delà des durées de financement qui ne sont pas complètement contingentes puisqu'on les connaît à l'avance, mais par contre qui sont effectivement sur des formats 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça varie. Et l'idée effectivement maintenant de la démarche Cap Droit, c'était de pouvoir se, se, peut-être se développer, en tout cas se maintenir, se pérenniser au-delà de cette contingence institutionnelle financière, en tout cas. C'est le geste qui a été fait par un certain nombre d'acteurs et notamment
une majorité de personnes en situation de handicap qui avaient participé à la première phase financée et qui ont souhaité que ça continue une fois que le financement s'est terminé, hein. Donc, il y a eu d'autres financements qui sont ensuite été cherchés, mais voilà, le point important à mes yeux, c'est bien essayer de faire vivre une continuité je ne sais pas s'il faut dire instituante, instituée, en tout cas du collectif, de la coopération, peut-être pour le dire plus simplement, quel que soit le financement. Alors, dire notre point de départ, de fait, ça a été la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées. On l'a pas cadré immédiatement en termes de droits humains. C'est venu au moment précisément du développement du projet Communauté mixte de recherche, donc en 2020, où là, on a fait un cadrage en se disant cette convention internationale, elle est considérée comme relevant du corpus des droits humains. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie de parler de droits humains et pas seulement de droits? Donc, on continue un peu à approfondir ce questionnement et cette perspective. Mais effectivement, c'est là encore un cadrage qui a émergé progressivement, qui n'est pas notre cadrage de départ, puisque notre cadrage de départ, il porte un petit peu sur, d'une part, le paradoxe de, de réaffirmer toujours plus fortement l'importance de l'autonomie des personnes, quelle que soit leur vulnérabilité, et de l'autre, le constat que des mesures, et notamment juridiques, de protection, parfois de contrainte, ou pour parler comme la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées, de, 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 des mesures de prise de décision substitutive augmentent socialement au même moment où on réaffirme toujours l'autonomie, des personnes, quel que soit leur handicap ou leur vulnérabilité. Donc ce paradoxe est un petit peu à l'origine de nos questionnements et, et ce paradoxe, on l'a traversé, disons en tout cas, on a pris au sérieux la position défendue par des interprètes de la CIDPH et notamment le Comité des droits, qui, dans une observation générale en 2014, dit si on veut respecter cette convention, bah, les États parties prenantes devraient abolir les systèmes de prise de décision substitutifs comme les tutelles, curatelles ou soins sans consentement. Donc ça, c'est vraiment notre interpellation de départ, cette surprise devant une position qui nous semblait très radicale, puisque, en tout cas, parfois sur le soin sans consentement, il y a bien des acteurs associatifs parfois qui ont pu dénoncer l'existence, en tout cas la manière dont les mesures de soins sans consentement sont pratiquées ou mises en œuvre, et que parfois il y a pu y avoir une discussion sur la pertinence de ce droit. Et sur les tutelles curatelles, il n'y avait pas beaucoup de mobilisation sociale, de mouvements, d'associations tout simplement, qui seraient venus dire il faut abolir ce dispositif de droit civil très ancien, déjà présent en 1804. On pourrait en faire une généalogie beaucoup plus longue historiquement, réactualisée de temps en temps, en 1968, en 2007, mais qui dans ses grandes lignes, reste à peu près le même, c'est-à-dire qu'on est sur des dispositions juridiques très anciennes, très sédimentées, et qui là sont remises en cause par le comité des droits de la Convention de la CIDPH. Donc cette position nous a surpris, et cette position, elle s'intègre à un texte qui, par ailleurs, et ça, ce sont des organisations de personnes en situation de handicap qui nous y ont rendu très attentifs, qui est très exigeante en termes de participation,
qui rappelle dès son article 3 l'importance précisément, le droit à la participation, quelles que soient ses vulnérabilités, et donc qui nous ont là encore incités fortement à poursuivre notre questionnement sur les tutelles, curatelles, soins sans consentement de manière beaucoup plus participative, hein. Donc, c'est de fait en s'intéressant à cet article 12 de la Convention que les acteurs qui le connaissaient un peu nous ont dit, bah oui, nous, on veut bien s'y intéresser avec vous, mais à condition que ça soit un peu plus participatif, disons, à condition que ça soit participatif, hein. Donc, participatif, c'est-à-dire de pouvoir, d'une part, faire accéder, aider l'accès à des personnes vivant l'expérience de mesures de protection, de soins sans consentement, ou fragilisées dans l'exercice de leurs droits à des scènes de public, de forums, de discussion, mais aussi à l'espace dit scientifique de production de connaissances, donc d'essayer un petit peu de les accompagner à transformer euh, ce qui relève parfois en tout cas ce qui relève de l'expérience vécue, indéniablement, parfois considéré comme du témoignage, à bah dire non, c'est peut-être pas seulement du témoignage, il y a aussi dans ces expériences vécues sans doute des formes d'expertise à rendre audible, à rendre audible comme expertise, hein. Donc, immédiatement, l'envie, disons, le projet a été de se dire, il s'agit à la fois d'accompagner des personnes fragilisées dans l'exercice de leurs droits, de pouvoir formuler, partager leur expérience, y réfléchir collectivement pour s'en constituer une expertise, hein, et puis parallèlement, dans le même temps, de dire oui, mais il y a pas seulement un travail d'accompagnement, il y a un travail du côté de la réception à faire, à rendre plus légitime euh, cette, euh, cette réflexion tirée d'abord de savoir d'expérience. Donc, c'est un petit peu l'ADN de départ de la démarche Cap Droit, la troisième dimension étant bien sûr de dire, oui, il y a aussi une valorisation et des interprétations à voir de manière disciplinaire, hein, en sociologie, en droit, en psychologie sociale, disons, dans les disciplines parties prenantes de la démarche, de dire il y a aussi bien sûr des, des, euh, des formes d'éclairage qui doivent pouvoir être tirées aussi de cet accompagnement des personnes vulnérabilisées dans l'exercice de leurs droits. Donc ça, c'est le cadrage de départ. On a continué, en gros, à le travailler au cours on va dire, de différentes phases d'enquête, hein. Une première phase très centrée sur l'article 12 de la Convention, une seconde phase un peu par hasard, plutôt centrée sur l'article 19. C'était pas un choix de départ, c'est révélé être les préoccupations autour du lieu de vie, de l'habitat qui étaient portées par les personnes et aussi par des acteurs des collectivités publiques, notamment avec qui on a pu être en lien. Ces préoccupations-là, on s'est rendu compte combien elles étaient en résonance avec l'article 19 de la Convention et là encore des interprétations discutées, notamment autour du terme d'institution, de désinstitutionnalisation. Et donc, on a essayé de travailler à partir des expériences. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce débat public, sociétal? Quelle connaissance on a aussi à apporter là-dessus? Et puis avec la communauté mixte, on a continué un petit peu à travailler aussi sur la manière de produire des formes. Comment penser les espaces de forum, comment penser les espaces de dialogue, comment penser une gouvernance de la recherche qui puisse impliquer des personnes en situation de handicap de manière vraiment à toutes les étapes,
Donc, on a continué cette réflexion parallèlement à l'appropriation de ce cadrage sur les droits humains. Alors, voilà un petit peu pour comment dire, donner le paysage un peu de notre démarche Cap Droit. Après, c'est vrai donc que par rapport au thème de l'invitation de discuter sur cette notion d'accès au droit, hein, cette notion d'accès au droit, d'abord dire à travers la démarche Cap Droit, le terme premier qui a été le nôtre, hein, c'est celui d'exercice des droits, c'est celui d'exercice des droits qui a été premier historiquement dans la réflexion, mais très vite, c'est sûr que ces deux notions, exercice des droits, accès aux droits, on a bien senti qu'elles étaient, qu'elles étaient dans une certaine mesure indissociables l'une de l'autre, que pouvoir favoriser l'exercice des droits, rendre possible l'exercice des droits pour des personnes fragilisées précisément dans leur capacité à les exercer. Ça demande un travail sur l'environnement, ça demande une accessibilisation aussi des droits. Et donc, cette dynamique, cette dialectique, elle nous semble tout à fait importante. Pour autant le terme d'accès au droit, il a quand même, il a une histoire propre. Il a une histoire propre qui ne se rabat pas du tout sur celui d'exercice des droits, hein. Il a une histoire, il a plusieurs histoires. D'abord qu'on l'utilise droit au singulier ou droit au pluriel, on voit bien qu'on est sur des significations un petit peu différentes, mais on peut dire quand même que à partir dans le contexte français de la fin disons, dernières années, je ne sais pas comment on dit, du 20e, 1990 par là, on émerge dans l'action publique, hein, ce terme d'accès au droit, parfois au singulier, parfois au pluriel, hein, et donc dans un cas au singulier, il renvoie quand même à une idée un petit peu plus générale, voilà, du droit en insistant sur plutôt des enjeux, comment dire, l'importance que les personnes soient informées, quels que soient les droits à l'œuvre, hein. L'enjeu d'information est tout à fait première, hein, et c'est des termes qui sont utilisés, par exemple, dans la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Le titre premier, c'est l'accès au droit, hein, et il y a euh, non, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Précisément, c'est d'abord sur cette dimension d'information, d'accès à l'information. C'est une loi également de 1998, mais qui met en place, qui s'intitule Relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, donc accès au droit au singulier, et qui vise à mettre en place des conseils départementaux de l'accès au droit qui visent à mettre en place, dans le cadre du droit commun, un accès au droit entendu comme accès à la justice, favoriser l'accès à la justice, favoriser l'accès aux instances judiciaires, hein, de manière générale, hein, et ça accompagne aussi un certain nombre de soucis plus anciens, datant même des années 70, de dire pour pouvoir accéder à un certain nombre de services administratifs, bah, il s'agit de pouvoir être informé, il s'agit de pouvoir demander aussi un certain nombre de documents, de pouvoir effectivement avoir un certain pouvoir sur les administrations, sur la manière dont elles administrent les droits des administrés, hein. Donc on est plutôt dans cet accès au droit au singulier. On est dans le droit commun, on, on est très fortement dans le droit commun, et on est dans un imaginaire du droit qui est pas uniquement les droits sociaux, hein, qui est pas uniquement les droits sociaux, et qu'on pourrait dire un imaginaire du droit qui navigue, j'y reviendrai peut-être,
mais entre cette dimension un peu, parfois on oppose la dimension constitutive des droits et la dimension instrumentale, hein, et on pourrait dire la dimension constitutive comme vraiment ce qui relie un collectif, ce qui relie une collectivité, ce qui relie les membres d'une institution, hein, le droit comme ce qui fait tenir ensemble, ce qui structure un peu des règles communes de vie, hein. Et cette, cette connotation constitutive du droit, c'est pas la même qu'une connotation plus instrumentale qui est de dire bah, le droit, c'est aussi un instrument qui nous permet d'accéder à un certain nombre de ressources, à un certain nombre de prestations, à un certain nombre de services, à un certain nombre d'établissements, hein, où là, cette vision plus instrumentale du droit, elle nous introduit plus directement sur la question des droits sociaux et elle nous introduit à cette notion de l'accès au droit entendu au pluriel, cette fois, droit au pluriel, où là, effectivement, à partir aussi notamment de la fin des années 90, c'est de la loi que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure de lutte contre les exclusions du 29 juillet 98, mais qui est repris dans la loi du 11 février 2005 sur le handicap, hein, on utilise accès au droit dans cette dimension plurielle pour dire on doit être soutenu dans l'accès à un certain nombre de prestations et de services, en gros, dans une idée de limiter le non-recours aux droits sociaux, hein. Et là-dessus, bien sûr, les travaux de l'Odenor et beaucoup d'autres ont beaucoup éclairé les difficultés d'accès aux droits, entendues précisément comme on a droit à des prestations, à des services, mais en fait, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'empêchements qui rendent difficile l'accès à ces droits et finalement aussi de pouvoir les faire valoir, hein. Donc, il y a ces il y a ces deux acceptions, il y a ces deux acceptions au singulier et au pluriel qui sont évidemment plus complémentaires que contradictoires, même qui sont à la fois pleinement complémentaires, mais qui socialement participent à ce paradoxe par lequel je commençais, de dire parfois on est tenté d'aider les personnes les plus vulnérabilisées à accéder à leurs droits entendus comme prestations, comme droits sociaux, bah, à les inciter, à les accompagner, voire à les forcer un peu d'accéder à leurs droits, hein. Et donc là, précisément, on revient sur la question des mesures de protection, où très souvent, elles peuvent être justifiées au nom du fait que les personnes sont en situation de précarité, de difficulté, de prise de risque trop grande, de vulnérabilité trop grande, et qu'il s'agit de les protéger, et pour ça de pouvoir mobiliser un certain nombre de droits qu'ils peuvent faire valoir, et que c'est compliqué de les faire valoir. Ah bah, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'on propose? Bah, on propose de réduire leur capacité d'exercice de leurs droits pour au nom précisément d'un meilleur accès à leurs droits, hein. Donc, ce paradoxe, il nous semble intéressant à faire vivre, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans accès au droit au singulier et accès au droit au pluriel, c'est complémentaire, mais il y a aussi un moment donné où on se dit si on veut, si on fait advenir un objectif d'accès au droit au pluriel de manière comment dire, complètement prioritaire, de manière très volontariste, ben on risque d'aller à l'encontre d'un accès au droit entendu de manière euh, plus constitutive, hein, aussi permettre aux personnes d'avoir une autonomie, d'avoir des libertés que, qui sont celles du droit commun. Alors, euh, cette, euh, ce paradoxe-là, il nous a semblé intéressant de l'élargir un peu, de le penser de manière un tout petit peu plus large que simplement sur les mesures de protection ou les mesures de soins sans consentement. C'est notamment ce que le débat sur la désinstitutionnalisation et la phase d'enquête qu'on a pu faire sur l'article 19, sur le lieu de vie, etc., nous a un petit peu introduit, hein. C'est de se dire, mais oui, mais en fait,
ce réflexe un peu protectionnel, ce réflexe protectionnel de dire, bah, pour accéder à des services, à des prestations ou à des établissements, peut-être qu'à un moment donné, on s'autorise à réduire un peu l'autonomie des personnes et on agit un peu à leur place, on leur propose de s'inscrire dans des règles un peu réductrices, restrictives de leur liberté. Ce réflexe protectionnel, on s'est aperçu qu'effectivement, sans doute, il fonctionnait pas uniquement pour les plus vulnérables, mais qui fonctionnait dès qu'il y avait un petit peu une inquiétude par rapport à des vulnérabilités vécues, hein. Donc, on a fait ressortir ce réflexe protectionnel comme effectivement une inquiétude sociale, parfois qui devient une demande sociale de protection, parfois un réflexe peut-être excessif, hein, mais parfois véhiculé au nom, bien sûr, de valeurs significatives, de solidarité, de protection, parfois de care, hein, de dire, ah oui, on va, on va bien sûr, euh, 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 dans une certaine mesure, prendre soin, protéger jusqu'à réduire un peu les possibilités d'exercice des droits des personnes, hein. Donc ça c'est effectivement une dimension auquel on est particulièrement sensible. On l'a développé là dans un ouvrage collectif, Accès aux droits et vulnérabilité, études de cas socio-juridiques, hein, où on essaye, en croisant des regards de professionnels, de personnes protégées, d'universitaires, on essaye de montrer qu'effectivement, ça ne concerne pas simplement les mesures explicites de contraintes légales comme les tutelles, curatelles, soins sans consentement, mais que c'est bien le rapport à l'accès aux services, à un certain nombre de services de prestations ou d'établissements, fait travailler, met à l'œuvre un peu cette tension de, oui, accéder à des droits, oui, mais avec le risque que ça implique de restreindre, de restreindre une certaine capacité propre à exercer par soi-même ses droits. Voilà. Donc, peut-être, je ne sais pas, pour conclure, donner trois éléments un peu conclusifs, que je me les remette un peu sous les yeux. Donc, bon, juste rappeler dans le livre là que je viens d'évoquer, se dire que ce réflexe protectionnel, on sent bien qu'il travaille au sein des collectifs, mais il travaille fort au sein des familles, hein. Ça, c'est évidemment, disons, on sait combien cette tension entre souci, care et puis protection, et puis disons, c'est vécu très fortement dans les rapports de proximité. Euh, c'est pas là-dessus que je voulais conclure. C'est voilà, c'est se remettre en tête un peu de manière synthétique trois points, dire peut-être sans doute prendre conscience que dans le rapport au droit, il y a une espèce de renversement normatif envers les personnes vulnérables, que ce renversement normatif de passer de l'horizon de l'autonomie au réflexe protectionnel, euh, il est à la fois pour des bonnes et pour des mauvaises raisons, on va dire, socialement, il produit aussi des effets qui sont de plus en plus contestés par les personnes vulnérables. Ce renversement normatif, donc, il y a un certain nombre de mouvements sociaux, et là, bien sûr, c'est l'histoire du mouvement pour les droits des personnes en situation de handicap auquel, là, bien sûr, je me réfère, qui est venu pointer, qui est venu pointer dans d'autres termes. Mais en gros, le problème posé par ce renversement normatif, hein, qu'on peut qualifier parfois dans des termes un peu plus durs, d'infantilisation, parfois de déshumanisation, parfois d'excessive protection. En tout cas, il y a il s'est pointé très fortement par le mouvement social pour les droits des personnes handicapées. Lui-même porte une vision à travers, disons, le mouvement, il ne faudrait pas l'unifier trop vite, une certaine, des pendants de ce mouvement, des parties de ce mouvement, à travers notamment tels
il peut se traduire dans les interprétations du Comité des droits de la Convention de l'ONU, tient des positions radicales d'abolition sur les tutelles, curatelles, soins sans consentement, sur la question de la désinstitutionnalisation. On voit que ces positions radicales, elles ont un accueil social plutôt frais, euh, et on le comprend parce que l'inquiétude, parfois on évoque le terme d'inquiétude dans certains travaux, dans l'ouvrage que je publie cette année sur la reconnaissance de la capacité juridique comme droit humain. J'utilise le terme d'inquiétude ontologique pour dire à un moment donné le lieu où la question de, oui, faire quelque chose sur autrui quand on le sent vraiment en danger, en fait, ça renvoie à quelque chose d'existentiel, voire ontologique, si on le ramène à des plans d'analyse plus presque pré-socialisantes, hein. Donc, il y a une profondeur. Le mot, il vise là à indiquer la profondeur de l'inquiétude à l'œuvre, qu'il s'agit pas qu'il s'agit d'aller mettre au travail, qu'il s'agit d'aller mettre au travail pour pouvoir précisément faire entendre pour de bon la question d'un plein exercice des droits, d'un exercice des droits qui soit favorisé, qui soit légitimé, qui soit accessibilisé, euh, non pas simplement de manière formelle, déclaratoire, mais qui soit fait à travers, qui puisse traverser aussi les inquiétudes, les inquiétudes de protection et de sécurité qui sont présentes dans la vie sociale. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Benoît. C'était vraiment passionnant de t'écouter. Vraiment, en plus, avec ce tracé un peu historique que tu nous as fait, tant pour ton projet et pour Cap Droit, les évolutions que tu as mentionnées, et puis pour tout ce que tu nous as expliqué sur l'évolution, même sur la question des droits, de l'accès aux droits masculins, pardon, masculin, féminin aussi, mais surtout au singulier et au pluriel. Et vraiment, l'exercice des droits aussi, l'accès aux droits, enfin bon, des sujets qui vont peut-être animer un peu nos discussions. Alors, il y a peut-être des questions parmi les personnes qui sont présentes, mais j'ai aussi un œil sur l'horloge. Je sais que Caroline a un œil sur le fait que j'ai un œil sur l'horloge. Donc, l'idée serait peut-être qu'on continue. Et par contre, les personnes qui souhaiteraient voilà, poser quelques questions ou réagir à ce qui a été dit, le chat est là. Et je sais qu'Anaïs et Marion sont sur le coup et vont pouvoir reprendre certaines choses et resynthétiser des questions qui auraient pu être posées, qui auraient d'ailleurs pu être voilà, posées par plusieurs personnes. Euh, je vous propose qu'on continue nos échanges sur cette base, et merci encore Benoît pour ça, sur cette base, en déclinant un petit peu les propos et en les appliquant un peu plus spécifiquement à la question de la déficience visuelle, discuter de ça donc avec Béatrice et Bruno. Et Béatrice et Bruno, je voulais commencer par une première question vraiment un peu introductive là-dessus, de savoir quelle a été pour vous deux, pour l'un et l'autre, votre première rencontre avec ce sujet, alors de l'accès au droit, euh, au singulier ou au pluriel, je ne sais pas, vous nous le direz. Mais en tout cas, quelle a été votre première rencontre avec ça dans le cadre personnel, professionnel? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Béatrice peut-être, et puis Bruno, comme vous Alors, voulez. moi, en tant que professionnelle et ophtalmo, vous imaginez bien que mes premières rencontres, ça a été les rencontres avec soit les familles, soit les sujets adultes ou âgés, quand il a fallu commencer à monter les premiers dossiers de MDPH, les certificats, l'accès aux droits, etc., etc. Ce qui m'a beaucoup frappé par rapport au début de ma pratique, où on découvrait après la loi de 2005, etc., le guichet unique, etc., ça a été l'évolution dans le temps, hein. Au début, les gens vraiment ne savaient pas s'y prendre. On faisait intervenir tout de suite une assistante sociale. Je dis toujours la bonne question à la bonne personne au bon moment. Ça nous paraissait très, très compliqué. Et puis là, je trouve que depuis quelques années, là, honnêtement, en tout cas, mais là, je pense que Bruno va pouvoir rebondir dessus, par rapport à l'accès au droit, l'évolution de l'autonomie des personnes déficientes visuelles par rapport à l'accès au numérique a été une révolution beaucoup, beaucoup plus importante qu'on ne croit.
Et je pense que moi, je le vois. Alors, je ne parle pas des enfants en situation de handicap avec handicap associé, je ne parle pas des personnes du quatrième âge, etc., ou des cécités brutales qu'il faut qu'on a cette espèce d'inhibition psychique où les gens ne sont plus, voilà, ne peuvent plus prendre une seule décision. Mais je trouve que ce nouvel outil, quand il est accessible pour les personnes, leur a donné réellement une autonomie et que franchement, un des enjeux pour nous dans nos services de réadaptation actuels en tant que professionnels, c'est par l'intermédiaire de cet outil numérique, leur redonner une véritable autonomie de décision pour ça, pour remplir les papiers, ce que de parler Monsieur Béraud, hein, pour vraiment décider de ce qu'ils veulent faire et dans quelles conditions ils veulent le faire. Je trouve que Mm. cette évolution technologique, pour moi, elle a vraiment une incidence sociologique sur la vie de mes patients, en tout cas. Ouais, ouais, c'est qui soulève aussi la question de l'accès à cette technologie et de la maîtrise de cette technologie qui peut être un problème pour certaines personnes, mais c'est vraiment très intéressant, effectivement. Et euh, ouais, tout à fait. Bruno, tu voudrais réagir? Oui, alors il y a plusieurs remarques. D'abord, je rebondis un peu sur ce qu'a dit le premier intervenant. Un des éléments que j'ai trouvé important, c'est le passage du témoignage à la notion d'expertise. Et je crois elle est vraiment essentielle aujourd'hui dans l'évolution, je dirais, du monde de la déficience visuelle. C'est un monde que je connais un peu plus que les autres, mais c'est un élément important que je voulais signaler. Et peut-être redire que la Fédération des aveugles de France, que j'ai l'honneur de présider, à l'origine, 1917, hein, je pense que personne d'entre nous n'était là. À l'origine, ça a été créé par un groupe de personnes, dont un sociologue, Octave Berger. Et l'idée de départ, qui est une idée qui porte toujours la fédération aujourd'hui, c'était que les personnes aveugles et malvoyantes n'attendent pas forcément de l'extérieur une aide et un soutien, mais comment elles se mettent en ordre de marche, j'allais dire, pour prendre en main leur destin. Donc c'est une vision un peu novatrice, probablement pour l'époque. Sur le non-recours, pour répondre aussi à ta question, Nicolas, et j'évoquerai la question du numérique, euh, là où nous on la rencontre à la fédération, bien sûr, mais dans les associations de personnes déficientes visuelles en général, et pour les personnes elles-mêmes, c'est soit effectivement les gens ne font pas, euh, n'acceptent pas leurs droits parce qu'ils ne le souhaitent pas, tout simplement parce qu'à un moment donné, pour pouvoir accéder à des droits, il faut déjà se reconnaître comme personne en situation de handicap et donc personne susceptible de faire exercer ses droits. Après, il y a la question quand même de la lourdeur des dossiers qui fait que certains d'entre nous euh, ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils estiment que c'est trop complexe, trop compliqué, trop long, que on entend hein, des choses du genre ça servira à rien, etc. Alors c'est vrai que les délais de traitement des dossiers on dit que la moyenne c'est 4 mois, mais c'est plus souvent quand même un an que 4 mois. Donc tout ça peut être amené à décourager les gens. Et puis sur la question du numérique, euh, je suis particulièrement d'accord avec Béatrice et avec ton complément Nicolas. Je crois il y a une espèce de triptyque entre la personne déficiente visuelle, est-ce qu'elle a envie de s'y mettre? Est-ce que c'est dans son projet de s'y mettre ou pas? Après, il y a la question, et là on est sur la loi de 2005 et sur l'accès au droit au singulier. Là pour le coup, c'est la question de est-ce que l'outil il est accessible ou pas? Donc là, on est typiquement sur une question d'environnement de la personne. C'est-à-dire que si l'environnement numérique n'est pas accessible, bah, la personne peut avoir la meilleure volonté du monde et la meilleure envie du monde, bah, ça ne marchera pas. Et puis le troisième étage du triptyque,
c'est par rapport à la compensation, c'est-à-dire d'avoir les outils de compensation, mais d'avoir aussi en France les services qui vont bien et également répartis sur le territoire pour pouvoir être accompagné dans l'usage de ces outils. Et j'en profite pour citer l'excellent travail de la FIDEV à Lyon, qui justement est sur ce sujet, entre autres, de la rééducation autour, c'est pas exclusif, mais autour des outils numériques. Merci pour ce commentaire, Bruno. Alors, pour continuer un peu sur ce constat et rebondir sur ce que tu disais, parce que tu as commencé à évoquer, tu parlais de la lourdeur des dossiers. Je vais vous poser enfin, je vais vous poser deux questions un peu l'une et l'autre sont de toute façon liées. La première chose, c'était pour vous, et Benoît, tu es aussi bien sûr associé à la question, mais pour vous, quels sont les principaux freins, les principales difficultés que peuvent rencontrer les personnes déficientes visuelles pour faire valoir, pour accéder à leurs droits? Et, euh, et puis, la psychologie du développement parle un peu aussi dans ma deuxième partie de question, mais est-ce que selon vous, il y a des moments clés, des âges dans la vie où cette problématique est particulièrement visible ou particulièrement problématique, justement, certaines situations de crise, certains âges, etc. Est-ce que vous avez voilà, des éléments qui vous semblent notables là-dessus? Bruno ou Béatrice, comme... Oh, bah, Alors, vas-y, Béatrice. je te donne mon expérience hein, uniquement professionnelle. C'est vrai il y a des moments clés, mais j'ai découvert que c'était pas ceux auxquels je croyais au départ. Voilà. Quand j'ai commencé à faire beaucoup de basse vision chez les enfants et que j'ai vu arriver beaucoup de bébés, je m'étais imaginé une montagne, je m'étais imaginé une montagne de papier, de ceci, de cela, alors qu'en réalité, chez les petits, jusqu'à 20 ans, on va pas dire que c'est simple, mais en tout cas, c'est là où c'est le plus facile, aussi bizarre que ça paraisse, hein. Par contre, passer de 20 ans à au-dessus, c'est-à-dire la reconnaissance QTH, là, c'est un vrai défi, une vraie difficulté, alors que les familles sont suivies depuis des années, et c'est un moment où le sujet va prendre son autonomie et va changer de statut, hein. Donc, c'était pas du tout ce que je croyais. Deuxième grand moment de difficulté, c'est pas les gens qui vont avoir un accident de la vie ou une maladie évolutive et qui vont devoir changer de travail ou faire une réinsertion professionnelle. En réalité, pour moi, c'est vraiment le premier boulot, voilà, le tout début de la vie professionnelle parce qu'on ne connaît pas les circuits, on ne connaît pas, etc., etc. Là, à l'IRSVL, je suis on vient d'ouvrir un SMR là sur Paris. Moi, je suis très frappée par deux populations qu'on accueille alors qu'on n'y pensait pas. Et d'un, c'est les aveugles récents, on va dire des quinquas, hein, plus jeunes qu'on ne pensait, des myopies fortes, des glaucomes, etc., etc., beaucoup plus nombreux qu'on ne croyait. Et dans un bassin géographique, c'est l'Île-de-France et Paris, on voit des gens qui sont en état de cécité complète depuis 18 mois à 2 ans et qui n'ont fait aucune réadaptation et qui ont été complètement perdus, hein. Et ça a été la grosse découverte. Franchement, on se disait, là, on est en région parisienne, c'est plus facile, etc. Mais c'est comme si, comme il y avait plein de structures autour, eh bien, les gens ne s'y retrouvent plus et n'ont pas trouvé la bonne filière, hein. Donc ça, c'est les cécité brutale. Et puis après, il y a le problème tout à fait à part des personnes alors, troisième et quatrième âge, dès 60 ans, on relève de l'APA, c'est plus du tout les mêmes structures, c'est plus du tout les mêmes liens, et du coup, les professionnels de santé, dans le domaine en tout cas du handicap visuel, qui sont habitués à suivre les filières avec ce qu'on appelle maintenant le PACO, qui sont habitués à suivre les filières avec la MDPH et tout ça, sont complètement perdus dès qu'il s'agit de remplir une grille GIR ou des choses comme ça, hein. Là, on a aussi des méconnaissances supérieures à 60 ans et par rapport au vieillissement et par rapport aux documents à remplir. Et paradoxe parmi les paradoxes, moi je suis très étonnée de voir que quand on reçoit des patients plus âgés, à partir de 80 à 90 ans, ils sont extrêmement, à mon grand étonnement, ils sont extrêmement preneurs non seulement d'autonomie, mais même de numérique. Enfin, actuellement, dans nos groupes de patients, c'est le royaume de l'iPhone, quoi. À la limite des tablettes, mais c'est le royaume de l'iPhone et des Android, hein, et quel que soit l'âge. Voilà, ça m'a beaucoup étonnée aussi. Je laisse la parole à Bruno. Merci. Alors, sur la barrière d'âge, évidemment, il y a un vrai sujet, hein, parce que les associations se bagarrent en pure perte pour le moment, hein, clairement. Euh,
il y a toute une campagne, notamment qui a été portée par la VH récemment sur ce sujet-là et que la fédération porte aussi. C'est qu'au-delà de 60 ans, effectivement, la déficience visuelle pourtant reste la même, mais les droits sont pas les mêmes. Et c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Après, sur les freins, il y a quand même, euh, et c'est en train de s'améliorer. Alors, on est dans la technique des petits pas, mais il faut quand même les constater. C'est que mon côté, voir le verre à moitié plein. C'est de dire que jusqu'à une période récente, il fallait faire renouveler ses droits et notamment la reconnaissance de son handicap tous les 5 ans ou 10 ans. On commence à avoir maintenant des cartes mobilité inclusion, euh, j'allais dire définitives. Enfin, la mienne, je le disais hier en préparant, la mienne, elle est jusqu'en 2099 et je pense que je serai dans un autre monde à ce moment-là. Donc, c'est quand même important de dire qu'il y a ces progrès-là, mais c'est vrai qu'un des freins, alors après on parle d'engorgement des MDPH, mais d'un autre côté, il y a une manière de fluidifier, c'est que on a quand même assez rarement vu quelqu'un recouvrer la vue, donc une fois que les choses sont actés, et peut-être allégés aussi, et pour l'institution MDPH, et surtout pour la personne, la lourdeur des dossiers. Et puis je lisais dans le chat une remarque de la personne qui est bénévole à la VH, et je partage cet avis là, c'est que les gens connaissent pas toujours leurs droits. Il y a les gens qui les connaissent, il y a les gens qui ont du réseau aussi, et pour eux, les choses vont être un peu plus simple, pas forcément très simple, mais un peu plus simple que pour d'autres. Et je suis assez d'accord sur le fait que et c'est à nos associations, et on le fait tous dans nos domaines, hein, c'est aussi aux associations d'informer les personnes de leurs droits, parce que parfois, on est surpris de voir des gens qui n'exercent pas leurs droits juste parce qu'ils ne savent pas que les dits droits existent. Merci pour ces commentaires et merci Béatrice, parce que j'ai trouvé intéressant, là, c'est vrai, le fait de dire bah, finalement de 0 à 20 ans, c'est un peu plus facile. Enfin, c'est pas les difficultés qu'on imaginait, puis je trouve que ça fait bien écho avec ce que disait Benoît tout à l'heure, en fait, quand il évoquait le fait que bah, finalement, il y a une question d'autonomie, de donner la juste place à l'autonomie entre l'autonomie et le care, quoi, en gros, et que bah, jusqu'à 0 à 20 ans, on est peut-être plus dans il y a moins de problèmes, et puis dès qu'on accède à l'autonomie avec bah, l'accès à l'emploi, l'accès à tout ça, là, ça devient plus compliqué. Je trouve que ça retrace bien et ça fait bien le lien avec ce que disait Benoît. Euh, et sur ce sujet-là de l'accès à l'emploi, Bruno, tu disais, je crois hier, tu parlais, je ne sais plus si c'est Bruno ou Béatrice, non, mais on avait évoqué une question qui était de dire, mais en fait, pour l'accès aussi à l'emploi, il y a des différences entre des personnes qui seraient déjà dans la filière professionnelle, qui sont déjà en emploi quand ils perdent la vue, par exemple, et puis des personnes qui ont perdu la vue plus précocement et qui vont se lancer dans l'emploi, mais en ayant déjà des problèmes visuels graves. Je sais pas si vous avez un commentaire sur cet aspect-là, mais pour vous, il y avait une différence quand même entre ces deux situations. Moi, je crois que Béatrice en parlait, moi aussi. Vas-y, Béatrice, peut-être tu... Moi, je trouve que, enfin, d'après l'expérience que j'en ai, hein, pour avoir accompagné pendant longtemps et des enfants et des étudiants et des jeunes adultes, on s'aperçoit qu'il y a des situations très différentes selon les lieux géographiques, avec les histoires de transport, etc., qui est un élément primordial. Et puis, je suis frappée aussi par rapport au niveau. On voit bien que le niveau scolaire a énormément augmenté, hein. Maintenant, les déficients visuels ont niveau bac, bac plus 2, etc., etc. Mais on s'aperçoit que l'emploi n'a pas augmenté et Hmm. que vraiment, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est subjectif, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a soit les surdiplômés qui vont y arriver, soit les c'est pas péjoratif, mais voilà, niveau brevet ou tu vois, niveau bac, mais qui n'ont pas eu le bac, etc., qui vont y arriver aussi parce qu'ils vont accepter des emplois d'accueil, de choses comme ça. Et puis entre les deux, on a énormément de difficultés, hein, les bacs plus 2 plus 3 ont énormément de difficultés à rentrer dans le monde du travail parce Hmm. que alors c'était rigolo parce qu'au tout début du numérique, comme nos élèves étaient parmi les premiers qui étaient sensibilisés au numérique, ils étaient recherchés sur le marché de l'emploi parce qu'ils avaient une culture du numérique que n'avaient pas tous les autres jeunes. Mais maintenant, ça s'est
on va dire, tout le monde ayant ce niveau-là, et les métiers spécifiques à la déficience visuelle, bien sûr, sont modifiés. Et donc, on a une grosse difficulté d'accès parce qu'en plus, ils connaissent pas les filières pour pouvoir adapter les postes. Et puis, les entreprises n'osent pas se lancer là-dedans. Je sais pas ce qu'en pense Mm. Bruno, hein. Oui, non, je partage ton point de vue avec l'idée effectivement, sur l'insertion professionnelle pour des personnes qui ont fait un vrai boulot, qui ont bénéficié d'un véritable accompagnement avec, j'allais dire, tous les outils de compensation, le braille, je suis quand même tenu d'y faire un clin d'œil parce que c'est quand même le bicentenaire de la première version de l'écriture braille cette année. L'usage des outils numériques, la locomotion, dans la vie journalière, tout ça, parce que il y a la question de l'emploi, mais il y a la question de la partie périphérique à l'emploi, et donc tout ça est important. On le voit bien, l'étude Homer, elle est très caractéristique sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'on voit bien que ceux qui réussissent, ceux qui sont déjà déficients visuels et qui réussissent dans un emploi, c'est tous ceux qui ont pour des raisons qui sont liées à leur personnalité, mais aussi à l'environnement qu'ils ont trouvé, ont tout ce bagage-là. Après, ce qu'on voit aussi, c'est une difficulté euh, quand les gens sont en emploi d'évoluer professionnellement, parce que ils accèdent moins que les autres à la formation continue, parce que en termes d'évolution professionnelle, une fois que les gens sont en poste, ben, souvent ils restent dans leur poste beaucoup plus longtemps que les personnes valides. Et quant aux personnes qui perdent la vue en cours de vie, ou dont la vue s'altère, ben, parfois, souvent, la carte invalidité est plus souvent euh, mise en avant que la carte, j'allais dire, reclassement professionnel. Mm. Et ça aussi, c'est un vrai sujet qu'on doit avoir en tête. Aujourd'hui, euh, ce que, ce que disent les statistiques, alors faut un peu les prendre avec des pincettes, mais on dit qu'il y a une personne déficiente visuelle sur deux qui est en âge de travailler, qui n'a pas d'emploi, ce qui est énorme. Et ce taux, il est à peu près récurrent de manière longitudinale. C'est peut-être ça qui est inquiétant, alors que le taux d'emploi global des personnes handicapées augmente, que le taux de chômage a plutôt tendance à diminuer, même s'il reste le double des valides, celui des déficients visuels, il reste quand même de manière inquiétante assez élevé. Mm. Merci pour ce commentaire et pour ces chiffres. Alors, le temps passe. On a deuxième thématique maintenant que le constat est un peu posé, je trouve, qui serait intéressante, c'est d'identifier un peu les bonnes pratiques. Tout à l'heure, Béatrice, tu disais, ben, voilà, la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Alors, je trouve ça intéressant, je trouve ça bien parce que on voit l'impact, le côté vraiment ajusté, affûté de la situation. Mais par contre, c'est difficile à mettre en œuvre, évidemment. Comment on fait? Comment on fait pour la bonne personne, bon moment, bon endroit? Alors, je dis ça un peu sous ce ton-là, mais comment on peut rendre ça visible? Quels sont les exemples que vous pouvez avoir en tête, que vous avez pu, je ne sais pas, croiser dans vos parcours, de bonnes pratiques ou de choses qui ressemblent à des bonnes pratiques pour la complexité administrative, pour l'accessibilité des démarches, pour tout domaine qui se réfère à ça? Voilà, est-ce qu'il existe pour vous des exemples de bonnes pratiques qui ont été mis en place, et si possible, comment les généraliser aussi, évidemment? Il y a différents niveaux. Il y a le petit niveau, je dirais, quand on reçoit, c'est idiot, hein, mais euh, pour bien sensibiliser les gens par rapport aux bonnes pratiques, le, euh, former les professionnels à respecter à chaque fois l'autodétermination des patients que j'ai en face. Et c'est vrai que, par exemple, c'est ma pratique de base, mais c'est toujours très compliqué. Voilà, même quand je j'en reçois toujours des enfants de 2 3 ans, comme des personnes âgées qui certes n'ont peut-être plus accès à la parole, mais de recevoir et d'avoir toujours un contact d'abord duel avec le patient et expliquer à l'équipe que certes il y a les aidants, certes il y a autour, mais que voilà, ça fait partie pour moi, ça fait partie aussi du respect du droit de la personne, d'avoir un moment d'échange unique en relation duel avec la personne que j'ai en face, parce que j'ai toujours un lien, même avec les tout petits. Mais ça, je trouve que ça paraît anecdotique, mais par rapport
rapport aux professionnels de santé ou aux professionnels de réadaptation autour, ça induit une relation qui est complètement différente parce qu'on va mettre la personne que j'en fasse sur le même niveau que moi. Voilà. Enfin, que moi ou que le professionnel. Ça, c'est le premier point. Et je trouve que c'est très, très important. Et c'est rigolo parce que je fais souvent mes consultations à deux avec les orthoptistes à l'hôpital en ce moment et elles sont toujours étonnées voilà, de voir qu'on le fait réellement alors que ça paraît évident. Le deuxième point, moi, je prendrais juste, et je vais faire un peu de pub pour le PACO, hein, le pôle d'accueil, de coordination et d'orientation qui est le premier qu'on a pu ouvrir au 15-20 à l'Institut Saint-Louis. Donc, c'est un pôle d'accueil, une espèce de guichet où les gens vont pouvoir venir sans rendez-vous pour poser leurs questions et pour être orientés. Et le premier chiffre qui m'a énormément frappé, c'est que on s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu que plus de 40% des personnes qui venaient ne venaient pas pour un besoin, on va dire, médical ou réadaptatif de base, hein, mais qu'on les a orientés uniquement pour des problèmes soit administratifs, soit de lien social. Mm. Et c'est ça, je pense, qui manque, hein, cette espèce de lieu d'accueil de façon à pouvoir orienter les patients et en séparant un peu, en filtrant un peu tout ce qui va relever vraiment du soin, du sanitaire, etc., sur lequel tout le monde va s'exciter avec la MDPH. Et 40%, c'est quand même énorme. Tout le Hmm. reste, où on va passer à côté et où effectivement, ça va à la fois emboliser les services et les gens vont être perdus parce qu'ils ne sont pas sur la bonne filière au départ. Et je trouve que c'est important d'essayer de mettre en place une petite orientation, puisque près de la moitié des gens qui viennent consulter ne viennent pas pour un problème purement soit réadaptatif, soit médical. Et ça m'a énormément frappé, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Bruno, Bruno va peut-être rebondir. Oui, mais alors moi je suis aussi assez surpris de ce pourcentage hein, qui est quand même qui est quand même important et on a effectivement à tenir compte de cette information parce qu'effectivement je, je pense pouvoir dire que j'aurais assez mésestimé cette situation-là, et je me serais plutôt dit, voilà, il y avait plutôt une affaire autour de la réadaptation, etc., et même du dossier MDPH. Je trouve que c'est. Alors, c'est vrai que par rapport aux expériences qu'on a, nous, on voit quand même, sans être capable de l'objectiver, hein, mais on sait dans nos associations que la déficience visuelle, comme d'autres types de handicaps ou d'autres situations, hein, malheureusement, ont tendance à isoler. Hein. Les gens, souvent, ils restent seuls dans leur affaire, quoi. Hein. Donc, c'est un vrai sujet, en tout cas. merci, merci Bruno. Alors, je vous propose qu'avant de laisser un peu la place aux échanges avec les personnes présentes, on glisse sur une dernière question parce que Benoît nous en a parlé en fait tout à l'heure et je pense que c'est une question qui peut être quand même intéressante. Tout à l'heure, dans ce que tu disais, Benoît, tu disais voilà, parfois on constatait qu'il y avait sur la question de l'accès au droit, on aurait tendance à pousser l'accès des personnes en disant ben voilà, il faut participer, qu'il y avait quelque chose qui était en contradiction finalement avec l'autonomie, puisque on était dans quelque chose de plus, comment dire, d'un réflexe protectionnel. Et voilà. Alors, sur cette question-là, c'est un peu la dernière question que je me pose, c'est finalement la participation des personnes, comment elle se fait, comment on fait pour impliquer davantage les personnes concernées dans la conception, dans l'évaluation de services, de choses comme ça. Ça, ce serait une première partie de la question. Et puis, la deuxième partie de la question que je trouve, enfin, qui m'intéresse beaucoup, c'est quels sont les effets aussi, finalement, du refus, du retard de droit, de refus d'accès au droit sur la santé mentale, sur le sentiment de citoyenneté. Est-ce que, voilà, Bruno ou Béatrice ou même Benoît aussi, enfin, est-ce que vous avez un peu une vision là-dessus de, voilà, finalement, quand on n'a pas accès à ces droits, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous fait, quoi? Voilà. Et je crois que là, pour le coup, ça fait partie des choses qui renvoient à la notion d'isolement. Et aujourd'hui, la question de la participation, elle doit être aussi un changement culturel euh, de la part des personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que les gens de ma génération, alors pas avec mon caractère, mais ma génération, ont eu tellement l'habitude qu'on prenne des décisions à leur place. euh, Ça va loin. Hein. Moi, j'entends beaucoup de déficients visuels
Alors, plutôt de ma génération, pas dans les jeunes générations, mais en gros, on va au restaurant, tu prends quoi? Ben, je prends comme toi. Ben non, tu prends pas comme moi, t'as peut-être pas les mêmes goûts, quoi. Et Mm. donc, ramener cet épiphénomène à l'exercice des droits, ça veut en dire long, parce que du coup, euh, les personnes, elles ne s'autorisent pas à dire ce qui est juste pour elles. Et donc, c'est compliqué après de participer. Il y a des phénomènes d'autocensure qui sont manifestes. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer sur cette dimension-là, avec plus de participation. Et je trouve que c'est vraiment une évolution plus que salutaire, enfin, vraiment majeure. Alors, ça veut dire aussi que parfois, on est amené à bousculer un peu les professionnels des ESMS parce que, à un moment donné, les professionnels, ils ont leur expertise sur leur champ de compétences et les personnes, je reprends le terme de Benoît, elles ont aussi leur expertise sur ce qu'elles vivent et aussi sur ce qu'elles ont envie de vivre. Et je pense que ça, c'est un élément, c'est un élément essentiel, un vrai changement de paradigme, on va dire, hein, sur la notion de handicap l'idée de la place de la personne. Je pense que dans notre pratique médicale et réadaptative, il y a eu quand même des changements. Hein. Mm, Il y a eu le rôle dont on s'est rendu compte qu'il était quand même primordial, par exemple des patients experts, hein, qui interviennent, Mm. et on s'aperçoit bien que dans l'appropriation, par exemple, d'une simple aide optique, d'une simple loupe, entre les essais que va faire l'opticien, les essais que va faire l'orthoptiste, l'appropriation à domicile, ce qui marche le mieux, c'est quand il y a eu des échanges entre patients eux-mêmes dont on s'est pas mêlé finalement quelque part. Hein. Alors après, ce qu'il y a de très, très compliqué, en tout cas, mais je pense moi, je connais bien dans le domaine de la déficience visuelle, mais ça doit exister aussi dans d'autres déficits, mais la déficience visuelle a ceci de particulier que selon l'âge et selon sa brutalité plus ou moins d'évolution, on va avoir des phénomènes psychiques et de dépression qui sont quand même très, très caractéristiques. Hein. On a bien vu l'étude chinoise où, tout simplement avec l'âge, malvoyance et malentendance, on arrive à des taux de perte de liens, de perte de socialisation énormes et on arrive à multiplier par 10 quand même, ce qui est énorme, les taux de dégénérescence cognitive, c'est-à-dire de maladies liées au vieillissement qui accélèrent énormément. Hein. Et donc, on va Mm. avoir à la fois ce paradoxe pour nous qui vont être à la fois de respecter l'autodétermination et les demandes de prise en charge du patient que j'ai en face. J'ai pas envie, qu'est-ce que vous m'embêtez avec votre iPhone, etc., etc. Moi, je veux pas ça, je veux pouvoir lire le journal comme avant et ça, je peux pas lui donner. Hein. On va avoir ça et avoir le fait que je sais pertinemment que si je ne prends pas et si je ne bouscule pas, par exemple, une famille avec un bébé suffisamment tôt par rapport aux périodes critiques de développement cérébral, je sais que l'enfant va avoir des complications qui vont se surajouter par rapport à ses déficiences visuelles qui n'auraient pas existé si je l'avais stimulé suffisamment tôt. De même, si je prends une personne âgée qui est en fin phénomène dépressif, si je n'insiste pas pour mettre en place un traitement réellement antidépresseur ou quoi que ce soit, je sais que je vais faire le lit de certaines maladies cognitives par la suite, etc. Et donc, moi, je vais devoir jongler en permanence entre d'un côté le respect de la personne que j'ai en face et de l'autre côté, les impératifs d'évolution de la maladie qui vont surajouter des complications et qui vont accélérer d'autres pathologies qu'on connaît bien. Les médecins, on a toujours tendance à vouloir en gros sauter sur le patient pour lui dire, mais attention, voilà, c'est un refus d'accès aux soins, on va aggraver, etc., etc. Et accepter d'avoir ces temps de digestion quelque part et de compréhension de la personne que j'ai en face, je pense que c'est un élément très, très important. mm. C'est alors, pas chez les enfants, parce que malheureusement, là, on est pris beaucoup plus rapidement pour des impératifs physiologiques, mais accepter ces temps de travailler ensemble, de digestion, pour mettre en place tel ou tel suivi, qui ne sont pas toujours, au point de vue objectif médical, les meilleurs, mais qui en tout cas correspondent au désir du patient que j'ai en face. Mais ça, c'est pas, ça paraît facile à dire, mais je vous assure que c'est pas simple à faire en pratique. Se donner le Merci, temps. Béatrice.
Oui, oui, oui. Oui, c'est cette notion aussi, enfin, moi, j'entends aussi de paix et danse qui vient Oui. lutter contre l'isolation, quoi, en fait, voilà, l'isolement qu'on peut avoir dans ces situations-là, effectivement, ouais, c'est très. Et puis, ça fait écho à ce que disait Benoît tout à l'heure sur le droit, c'est aussi un bien commun qui lie un groupe, et à partir du moment où, voilà, ce lien se perd. Benoît, je crois que tu lèves la main. Est-ce que tu veux réagir? Oui, mais ma manière de répondre à tes questions sur les effets, c'est quand même d'avoir une vigilance, attention au, au droit pro-résolutoire. Il y a une petite pause du côté de Ah. Benoît. Benoît, si tu nous entends, il y a une interruption de service. On ne t'entend plus. Ah, c'est dommage. Est-ce que ça va revenir? Peut-être peut-on prendre une autre question? Je crois que Arthur lève la main également. Merci Oui, beaucoup. Alors, plus Benoît, qu'une on te redonne question, en la fait, ligne. c'était une suggestion pour entrer justement sur ce sujet de la pérédance. Plus que créer du lien social, c'est une chose, mais c'est comme le distinguo entre le témoignage et l'expertise. Plus que créer du lien social, le pérédant ou le patient partenaire de l'hôpital des 15-20 que je suis aujourd'hui avec d'autres collègues ou plein d'autres pères aidants ont cette vertu de créer des possibles, de faire des ponts avec une personne à la même hauteur. C'est pas un médecin valide Hmm. qui vient parler de Yaka Faucon. Là, je grossis les traits, mais c'est une personne qui a ce vécu pendant des années, qui a eu elle-même cette phase probablement de dépression, de galère, et aujourd'hui arrive avec une autre expertise. Et on a même fait un métier, ce qui change. Absolument radicalement le positionnement par rapport au patient. Et on n'est plus un professionnel et un patient, mais deux personnes qui partagent un vécu similaire. Et du coup, on crée des possibles. C'est pas une exemplarité en disant bah, il faut faire ce que je fais, mais de dire bah, moi personnellement, je suis passé par ce même vécu-là. J'en ai galéré, voilà ce que j'en ai fait aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à qu'est-ce que tu aurais envie d'en faire aujourd'hui? Quels sont les possibles qu'on pourrait imaginer ensemble? Mais c'est vraiment les possibles du patient. On n'est pas là à lui faire une prescription médicale de prends ci ou prends ça. Et c'est vraiment un outil. Moi, je me considère comme un outil extrêmement important pour faire le pont entre le patient qui est parfois effectivement isolé en perte de possible et des choses qui existent dans l'institution, dans les établissements et services médico-sociaux, mais qui paraissent trop loin par rapport à la réalité et l'acceptation du patient. Et nous, on peut faire le pont et rendre finalement ces accompagnements-là plus efficaces parce que le patient aura probablement plus de motivation chevillée au corps. Et c'est en ce sens que nous, on essaye de travailler à l'hôpital des 15-20 en tant que patient partenaire. Voilà, c'était juste pour ajouter cet apport-là. Merci. Merci beaucoup pour cette précision qui est très, très importante, effectivement, et pour cet éclaircissement. Benoît, tu es revenu parmi nous. Il y avait une petite interruption tout à l'heure. Je suis désolé, donc on a passé la parole, mais on t'écoute. Je vois Oui, que tu oui, es tu as bien fluide au fait, niveau vous de avez l'image. bien fait. Mais non, mais c'est pour aller en plus dans le sens, en fait, dire vigilance par rapport au langage des droits, le langage de la pérédance, mais plus généralement, en fait, du souci de l'autre de la clinique, ne doit, à mes yeux, euh, il doit s'appuyer sur le langage des droits, mais pas s'effacer, euh, pour que on n'ait pas un fantasme du droit comme résolution des insuffisances du lien social, des insuffisances de conditions matérielles, etc. De temps en temps, le langage des droits crée cette attente que si on connaissait tous nos droits, qu'on accédait à tous nos droits, alors ça y est, les problèmes sociaux seraient résolus. Et je dis, attention à cet horizon qui me semble qui est un peu le piège du langage des droits. Et en ça, pour moi, la question bah voilà, des valeurs, du lien social, et par exemple de la pérédance, doivent être bien remis au centre pour pouvoir penser les droits à leur juste place et l'accès aux droits à sa juste place. Merci, merci Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si Anaïs et Marion, vous avez eu des contacts par ailleurs sur d'autres questions, ou même dans les personnes présentes. Est-ce que les personnes veulent s'exprimer, réagir à tout ce qui vient d'être évoqué? Il n'y a pas eu de questions via le chat, mais Serebaï a levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si la question est toujours d'actualité. Ouais.
Alors, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si c'est un problème de micro. Le micro semble pourtant bien ouvert. N'hésitez pas à passer peut-être par le chat si j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas, mais peut-être en passant par le chat, on pourra prendre connaissance de votre question. Alt H pour accéder au chat par raccourci. Elle vient d'écrire dans le chat. Donc, vous êtes assistante socio-professionnelle en ESAT. Ah oui, d'accord. Et nous accueillons des personnes en situation handicap sensoriel. Et c'était juste pour intervenir sur ce que l'on met en place pour l'accès au droit. La personne m'écrit en direct. Oui, oui, d'accord. D'accord. Éventuellement, tu nous feras peut-être une petite synthèse, Anaïs, et puis Ouais, ouais, je ne ouais, sais pas c'est s'il y notre a réaction. d'autres. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres commentaires à ce qui a été évoqué? Alors, j'en profite simplement pendant que questions sont en train de mûrir pour dire à Caroline que mon timing était un petit peu contraint sur la fin de notre échange, mais tu m'avais rassuré sur le fait que tu pouvais éventuellement prendre le relais si je devais m'absenter et le temps de partir s'approche pour moi. Tout à fait, tu peux partir discrètement ou pas dès que tu veux. Voilà, je partirai discrètement sans que personne ne m'entende, mais voilà. Merci pour Alors, ta j'aurai la Merci. même contrainte que Nicolas. Très bien. Vous Voilà. allez louper ma conclusion. Je pense que c'est pas très grave. Ah, si, c'est essentiel. On Ah si, bah sera si, obligé de si. nous l'envoyer en perso. Pas de souci. La personne précise, nous essayons de rencontrer les intervenants, par exemple les conseillers France Service, pour que l'accessibilité soit plus simple. Mettre en place, pourquoi pas, des outils. Voilà, on n'a pas d'autres réactions. Oui, du coup, là, c'est plutôt un témoignage, en fait, c'est ça? Oui, Ok. Est-ce qu'il y aurait encore une ou deux questions? Je vois que Lisa Mathieu lève la main. Oui. Allez-y. Bonjour. Je sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Alors moi, je suis instructrice de locomotion en SAMSA pour personnes déficientes visuelles. Moi, pour rejoindre un peu ce que dit le docteur Lebail, la complexité qu'on a, c'est pour les personnes qui perdent la vue en tant qu'adultes, d'accès à l'information. Il y a beaucoup de personnes qui nous arrivent sur le service en disant j'ai entendu parler de votre service par hasard. Parce que j'ai pris le Momibus, donc c'est le transport adapté sur Toulouse, avec une personne déficiente visuelle qui m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas de canne, pourquoi vous n'avez pas ci, pourquoi vous n'avez pas ça, et j'ai appris votre existence. Et je pense que c'est la même chose pour tout ce qui existe, en fait, c'est comment développer en fait cet accès à l'information systématique des personnes quand elles perdent la vue pour qu'elles sachent qu'il y a tout ça qui existe. La possibilité d'une vie sociale, la possibilité d'un lieu pour avoir la réadaptation qui leur permette d'accéder à ce qu'ils souhaitent, etc. Voilà. Tout à fait, hein. On a beau essayer, enfin je me permets d'intervenir un petit peu, mais c'est vrai on a beau essayer d'intervenir et de diffuser l'information, on voit bien qu'elle passe pas, hein. Et moi, donc tout niveau, ne serait-ce que par rapport à la SFO, aux ophtalmos, etc., etc.,
Pourtant, je reconnais qu'on a une surspécialité qui est reconnue depuis une quinzaine d'années. On a déjà eu 2 rapports de la SFO sur la déficience visuelle. Là, je trouve que on a une espèce de paradoxe entre d'un côté, on va dire les instances universitaires au point de vue ophtalmo, vous voyez, qui commencent à le reconnaître et on a des publications, on a etc., etc. Voilà, on a beaucoup plus d'études qu'avant, on est reconnu dans les congrès, enfin, voilà, là, et par contre, ça ne redescend pas. L'information pour les patients, voilà, ne redescend pas. Et il y a toujours, et ça, je pense que c'est le rôle du lobbying, c'est le rôle des associations, etc., etc. On a une notion de diffusion de l'information qui n'agit pas. Et je vous dis, moi, ce qui me frappe quand on voit le PACO qui est beaucoup plus simple d'accès, c'est de voir que 40% des gens, c'est pas du tout, voilà, c'était vraiment pour des choses un peu annexes, entre guillemets, mais qui leur changent la vie. Et pourtant, sur Toulouse, en plus, il y a des choses quand même, hein. Oui, il y en a nombreux. C'est ça qui est ahurissant, c'est que vous avez des structures à Toulouse qui en plus sont de très bon niveau. Donc on le sait bien, hein, vous êtes de loin une des villes les mieux dotées quand même, hein. On le voit au niveau du C'est nombre frappant. d'instructeurs de locomotion par rapport à la taille de la ville. Bah si, vous êtes par On rapport à est, on beaucoup est- d'autres, on vous est êtes bien mieux doté, oui. dotés, hein. Eh ben Tout oui, à fait. c'est ça qu'il y a de fou, c'est que vous êtes une des villes les mieux dotées. Il y a un élément quand même important, enfin qu'on constate à la fédération et ailleurs, c'est le, je vais le dire de manière un peu, faudrait que j'y mette les formes, mais la clé d'entrée dans la déficience visuelle, elle relève de l'ophtalmo, elle relève du corps médical aujourd'hui. Et le corps médical aujourd'hui, enfin, en tout cas, les ophtalmos qu'on est amené à rencontrer, alors on a quelques exceptions qui s'appellent Béatrice Lebaille, qui s'appelle Gérard Duperron, ou quelques autres. Mais et notamment les ophtalmos des 15-20, ils savent tout, enfin, la plupart, ils savent tout ça. Mais quand on est en province ou même sûrement à Paris, en fait, si le praticien euh, n'oriente pas son patient qui vient de se prendre un coup de massue vers des services qui peuvent l'aider, dont lui, le praticien, il n'a pas forcément la compétence. C'est pas son boulot, il est ophtalmo. Donc chacun son rôle. S'il ne le fait pas, du coup, il y a une rupture à cet endroit-là. Et les associations le font toutes. La fédération le fait. On a même fait une vidéo sur la. Et tu y es un peu pour quelque chose, Béatrice, sur la manière de remplir le volet 2 du certificat médical dans le cadre du dossier MDPH. Hein. Euh, je- Elles essayent toutes de se manifester auprès des praticiens, mais en même temps, bah, il faut que ça incube, comme dirait l'autre, et c'est très compliqué. Et dans le sens inverse, ce que je disais tout à l'heure, on a aussi des gens qui, une fois qu'ils ont le coup de massue, ben, ça, il y a le moment où et ça s'entend. Tu parlais d'épisodes dépressifs, Béatrice, le moment où justement les personnes sont tellement anéanties que le meilleur endroit où elles sont, c'est reclus chez elles, et c'est pas le meilleur endroit, effectivement, objectivement, pour pouvoir euh, avoir retrouvé, j'allais dire, une vie qui sera différente, mais qui sera une vie avec des tas de possibles. Après, la difficulté qu'on voit, nous aussi, c'est que ben, quand les gens sont prêts, entre le temps de faire le Mm, dossier MDPH, que le dossier MDPH mm. soit... Voilà, il y a un an d'attente, et après, ben, il y a la liste d'attente des institutions qui Oui, sont oui. aussi très longs, et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Et Béatrice le signalait, vous êtes bien doté dans le 31. Je pense que dans le Loiret où je suis, c'est pareil. Mais je vous invite à aller regarder l'étude qu'on a menée, nous. Alors, elle est déjà un peu ancienne, mais malheureusement, enfin, j'aurais préféré qu'elle soit plus d'actualité, mais elle est malheureusement toujours d'actualité. On a fait une étude sur les inégalités territoriales d'accès à différents services. C'est éloquent, c'est-à-dire qu'il y a il y a des départements
vaut mieux ne pas être un adulte déficient visuel. Ok. Ou alors, vaut mieux déménager, quoi. Hein. Et c'est pas, je vais pas vous balancer les chiffres parce que je les connais pas par cœur, mais alors le lien, je pourrais vous l'envoyer. Là, je l'ai pas sur moi, mais je pourrais vous l'envoyer, oui. Je vais le rajouter dans les ressources que Ouais, vous recevrez à la suite de ce webinaire. ouais. Ouais. Ceci dit, pratico-pratique, effectivement, il m'arrive régulièrement de conseiller à des familles ou à des patients, ça paraît ahurissant, mais de leur dire, si vous voulez améliorer quelque chose, eh ben, il faut changer de lieu, il faut déménager. C'est Oui, complètement fou, mais je vous assure que je le fais régulièrement. oui, oui, oui. C'est ahurissant. Je Je vois vais que devoir vous laisser, malheureusement. comme ça, je vais pouvoir enchaîner sur la conclusion vu que aucune main ne Merci. semble Bonne fin levée. de webinaire. Merci beaucoup Bruno pour ton intervention. À très vite. Je vais pas m'aventurer dans une synthèse complète et exhaustive de tout ce qui s'est dit, car les échanges étaient vraiment très riches, vraiment variés. Merci aux intervenantes, intervenants. J'ai noté deux, trois points qui me semblaient relier plusieurs moments de ce webinaire. Le premier, c'est la question du paradoxe entre une demande croissante d'autonomie et d'un autre côté une surprotection importante. Ce paradoxe qui avait été à la jeunesse de Cap Droit, Benoît nous le disait, et puis dans la continuité des travaux de Cap Droit, ça rejoint aussi la jeunesse de la fédération. Donc j'ai noté 1917, Bruno nous disait que la fédération était née de l'envie que les personnes concernées prennent elles-mêmes en charge leur autonomie. Et ça rejoint aussi la pratique de Madame Lebaille qui demande, instaure un contact privilégié avec la personne concernée, que ce soit un enfant, une personne âgée, avec des difficultés pour communiquer ou pas, sans aidant, sans autre personne d'autre. Et ça rejoint aussi le commentaire vraiment très éclairant de la question de la pérédance qui peut créer des possibilités parce que c'est pas le docteur qui le dit ou une instance qui le dit, mais quelqu'un qui est passé par là. Peut-être pas exactement par là, mais un petit peu quand même et qui peut voilà, ouvrir des possibles. Deuxième point qui m'a paru intéressant et vraiment en résonance avec la communauté mixte de recherche, c'est la question du savoir expérientiel, de l'expertise des personnes concernées qui ne sont pas à considérer comme simplement l'expression des besoins, qui ne sont pas considérés comme un simple partage d'expérience. Et il me semble que la recherche peut être un des moyens euh, pour faire que ces savoirs, ces connaissances, ces expériences puissent permettre l'expression des besoins des personnes concernées. Donc ça rejoint la mission de vision participative, hein, essayer de faire entendre la voix de tous, donc des personnes concernées, mais aussi des professionnels, des acteurs de terrain, dans la prise en compte des recherches actuelles et futures. Et un dernier point que j'ai noté, c'est l'accès à l'information qui semble être un frein central, surtout dans les échanges qu'on a eus au niveau de la table ronde et des questions-réponses avec le public. Et en fait, cela rejoint le point final de ma conclusion. Pour préparer ce webinaire, on a échangé avec plusieurs professionnels, plusieurs personnes concernées qui auraient pu intervenir mais qui n'étaient pas dispo et qui nous ont tous partagé des outils pratiques et des services qui semblent intéressants. Donc je vais en citer quelques-uns aujourd'hui, mais nous vous les transférons tous par mail à la suite de ce webinaire. Alors il y a d'abord plusieurs outils qui sont créés par la Fédération des aveugles de France, vous aurez le lien. Et notamment, je voulais dire quelques mots sur deux en particulier. Donc, il y a Madame Lebaille, ici présente, qui a participé, enfin, qui apparaît sur une vidéo. Ça a été mentionné par Bruno, je crois, pour aider à la complétion du certificat médical qui permettra de faire reconnaître ses droits par la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. Cette vidéo est vraiment très intéressante et très, très courte et très facile à écouter, donc je vous encourage à aller la voir. Et puis dans la même veine, il y a le livret donc de la fédération qui est faire reconnaître mes droits par par la MDPH. Donc un livret pratique. Il y a aussi d'autres livrets, vous aurez le les détails dans le mail.
Je voulais aussi vous parler de l'association Droit Pluriel et qui a deux principaux axes. Le premier, former les professionnels du droit à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Et puis le deuxième axe, proposer des permanences téléphoniques en présentiel ou en visio. Ça inclut la langue des signes française, enfin pour accompagner les personnes en situation de handicap qui ont un problème de droit. Et enfin, dernière ressource que je voulais vous partager aujourd'hui, le webinaire sur le non-recours au droit pour les personnes de plus de 60 ans, avec l'Observatoire des non-recours aux droits et services Aude-Nord, en partenariat avec la CNSA et l'EN3S, qui aura lieu donc jeudi prochain, jeudi 17 avril, de 13 à 14 heures. Vous aurez encore une fois les liens. Voilà, bah merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin pour ce premier webinaire de vision participative. Vous allez recevoir un questionnaire pour nous faire part de vos impressions et commentaires vis-à-vis de ce webinaire. N'hésitez pas à y indiquer les thématiques, le type d'événements, d'activités que vous aimeriez voir abordés dans le cadre de la communauté mixte de recherche, parce que on aimerait vraiment construire nos événements avec vous tous. Voilà. Merci à Nicolas Baltenec, maître de conférence à l'Université Lyon 2, président de la FIDEV. Benoît Hérault, maître de conférence en sociologie à l'Université Lyon 2, chercheur au Centre Max Weber. Béatrice Lebaille, ophtalmologiste et présidente d'Ariba. Bruno Gendron, président de la FAF. Vision participative est financée pour 4 ans, 2024 à 2028, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, dans le cadre du programme de soutien à la recherche, autonomie, personnes âgées, personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie, proches et professionnels, conduit par l'Institut pour la recherche en santé publique, IRESP.